C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Libeskin Vincent, je suis développeur chez Knockout Couture et aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut réduire la consommation de matières premières avec Python et la librairie de recherche opérationnelle Operational Research Tools. Donc dans un premier temps, je vais vous introduire un petit peu notre problème. Ici on va vouloir optimiser un problème de découpe de matières premières, donc optimiser le placement de formes de découpe sur des matières premières. Donc c'est particulièrement intéressant pour les industriels. Ensuite, on va parler un petit peu d'ORTools, donc qu'est-ce que c'est? Donc quelle est cette librairie open source? Ensuite, je vais vous parler un peu plus en détail de la recherche opérationnelle. Donc la recherche opérationnelle, ça va nous permettre d'utiliser certaines méthodes afin de résoudre un problème. Ensuite, je vais vous parler un peu plus en détail de l'optimisation combinatoire, donc c'est important, ça va être un peu de théorie, mais c'est une des méthodes utilisées par la recherche opérationnelle pour résoudre des problèmes. Je vais parler également de la programmation par contrainte, c'est un paradigme de programmation assez intéressant dans notre cas. Ensuite, je vais vous parler un peu du solver mathématique CPSAT. C'est un solver qui est dans la librairie ORTools. Et ensuite, on va essayer de résoudre notre problème de découpe de matières premières. Donc je vais remettre un petit peu de contexte. Donc on a des industriels qui ont des plaques de matières premières telles que du verre, du bois. Et leur but, ça va être de venir découper des formes dessus. Mais pour découper ces formes-là, c'est plus intelligent d'optimiser leur placement de ces formes-là afin de pouvoir potentiellement réutiliser les chutes de découpe ou alors minimiser la surface utilisée. Donc c'est des problèmes courants qu'on appelle les problèmes de cutting stock 2D. Et en français, c'est des problèmes d'optimisation de découpe. Ici, on est en 2 dimensions. Donc par exemple, il y a des industriels de plastique, de film PVB ou de verre qui souhaitent optimiser leur découpe afin d'optimiser leur rendement. Ici, on va voir en quoi Python et cette librairie qui est ORTools peuvent nous permettre à optimiser et à résoudre ce problème de placement. Donc pour notre problème, on va avoir donc une surface, donc c'est le rectangle ici, ça va être notre matière première, et on va avoir des pièces contenues dans cette surface-là, et le but ça va être d'optimiser leur placement. On pourra venir les déplacer afin d'utiliser le moins de matière possible. Ici c'est un problème qui est dit combinatoire, donc on a énormément de solutions possibles, il est considéré comme NP-hard, c'est une catégorie de problèmes mathématiques. Concrètement ça signifie qu'on n'a pas de solution en temps polynomial connue pour résoudre ce problème-là, donc ça demande énormément de ressources et de temps pour un ordinateur pour le résoudre. Maintenant, je vais vous parler un peu d'ORTools. Donc, c'est une librairie open source développée en C++ sous licence Apache 2. Elle est développée par Google AI, donc à Paris, donc c'est français. Et il existe des wrappers en plusieurs langages tels que Python, C#, également du JavaScript. Ça permet de modéliser et résoudre les principaux problèmes de recherche opérationnelle. Donc, dans les problèmes de recherche opérationnelle, on va avoir des problèmes de programmation linéaire, des problèmes de programmation par contrainte, et des problèmes un peu plus connus, plus parlants, des problèmes de routage de véhicules. Donc par exemple, des algorithmes de Google Maps peuvent utiliser la recherche opérationnelle pour trouver le chemin le plus court, et également des problèmes de flux. Donc cette librairie peut être utilisée pour résoudre la plupart des problèmes d'optimisation combinatoire. Généralement, ça se découpe en 2 phases. On va avoir la modélisation d'un problème et l'utilisation d'un solver mathématique qui va résoudre ce problème. Maintenant, je vais parler de la recherche opérationnelle, puisqu'on va utiliser des méthodes de recherche opérationnelle pour notre problème de découpe de matières premières. Donc la recherche opérationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des méthodes et techniques visant à trouver un candidat qui est dit optimal à une solution... pardon, je la refais. Donc c'est l'ensemble des techniques et méthodes qui visent à améliorer la recherche du meilleur choix pour un problème donné. On va tenter ici d'approcher la solution optimale ou de trouver la solution optimale. Donc comme je l'ai dit, pour certains problèmes d'optimisation combinatoire, trouver la solution optimale peut prendre plusieurs années car c'est des problèmes très complexes. Même les ordinateurs aujourd'hui et les algorithmes existants ne sont pas en mesure de trouver. C'est un domaine qui est situé entre l'informatique et les mathématiques, et la recherche opérationnelle peut être appliquée à différents types de problèmes. Donc c'est utilisé aujourd'hui dans pas mal d'industries, ça peut être utilisé pour des problèmes d'optimisation combinatoire comme le nôtre, des problèmes aléatoires ou concurrentiels. Ici, notre problème d'optimisation de découpe, c'est un problème combinatoire. Les problèmes combinatoires, c'est une branche des mathématiques qui va consister à sélectionner un candidat ou un ensemble de candidats parmi un très grand nombre de solutions potentielles. Ici, nos plaques de découpe, on va pouvoir positionner le rectangle à certaines coordonnées et les agencer. Donc il y a plein de solutions possibles à notre problème, mais ici on veut sélectionner une solution qui est plutôt optimale, puisqu'on veut réduire l'utilisation de surface de matières premières. De manière mathématique, je vais vous rappeler un petit peu certaines choses en maths, peut-être que vous êtes plus fort que moi, mais un problème d'optimisation combinatoire peut se définir de la manière suivante. On a un ensemble discret fini, donc un ensemble discret, c'est un ensemble pour lequel les valeurs sont distinctes les unes des autres, donc par exemple l'ensemble des entiers, mais ici il est fini, donc ça veut dire qu'il n'est pas infini.
Donc l'ensemble des entiers ne marche pas, mais dans notre cas, ça peut être l'ensemble des coordonnées de chacune de nos formes. Ici, notre surface est de largeur et hauteur finie, donc on peut avoir l'ensemble fini de solutions potentielles. Une fonction f, qui est dite une fonction objective ou fonction de coût, c'est une fonction que l'on va utiliser afin de déterminer la qualité d'un candidat potentiel, et on pourra la plupart du temps la minimiser ou maximiser. Donc on va prendre une solution potentielle, on va lui appliquer cette fonction, et le résultat de cette fonction-là va pouvoir nous indiquer est-ce que notre candidat est bien ou pas, est-ce que c'est un candidat meilleur que le précédent candidat trouvé. Et on a également un ensemble de solutions réalisables qui peut être non exhaustive, dont la liste peut être non exhaustive, car il peut y avoir un nombre de solutions très grand, et il est compliqué de toutes les lister. La grande majorité des problèmes d'optimisation combinatoire sont dits NP-hard. Donc NP-hard, c'est une catégorie de problèmes. Ça signifie que tous les problèmes présents dans NP-hard sont au moins aussi difficiles que les problèmes les plus difficiles dans la classe NP. Donc la classe NP dans les mathématiques, c'est une classe qui signifie non déterministique polynomiale. C'est des termes un peu compliqués, mais concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'algorithme en temps polynomial pour trouver une solution à un problème de la classe NP. On en a en temps polynomial pour vérifier une solution, mais pas pour en trouver une. Et un algorithme en temps polynomial, c'est un temps qui est considéré comme convenable pour trouver une solution, mais si on est sur un algorithme d'une complexité au-dessus de polynomial, ça signifie concrètement qu'avec les algorithmes d'aujourd'hui, on ne pourra pas trouver une solution rapidement. Donc notre problème d'optimisation combinatoire, on ne va pas pouvoir trouver une solution à ce problème dans un temps raisonnable, mais on va pouvoir utiliser la recherche opérationnelle et des méthodes d'optimisation combinatoire pour s'approcher de cette solution optimale et essayer d'aller un peu plus rapidement pour trouver un candidat potentiel. Donc les principaux problèmes d'optimisation combinatoire sont les problèmes de voyageurs de commerce, donc qui est très connu, ainsi que le problème du remplissage de sac à dos. Maintenant, je vais parler de la programmation par contrainte. C'est un des paradigmes de programmation que l'on va utiliser pour résoudre notre problème. C'est un paradigme de programmation déclaratif où on va explicitement déclarer au niveau du code les contraintes de notre problème. Ici, par exemple, on va modéliser notre problème sous forme de variables de décision et de contraintes qui vont être appliquées à ces variables. Si on prend notre exemple de matière première, on va avoir différentes contraintes. Par exemple, nos formes doivent être contenues dans le cadre, nos formes ne doivent pas se superposer, et on va avoir des variables de décision. Ces variables-là, ça va être les coordonnées des rectangles. Ici, au niveau de la programmation par contrainte, on retrouve une séparation en deux étapes. Donc on modélise notre problème à l'aide de la programmation par contrainte, de manière explicite, et on utilise un algorithme de recherche de solutions. C'est ce qu'on appelle un solver. Ça va prendre des formules mathématiques et trouver des solutions à ces formules mathématiques, comme le solver CPSAT, qui est dans notre librairie ORTools pour rappel. Ici, je vais prendre un exemple simple, donc une équation linéaire, 2x plus y égale 3. On va utiliser plusieurs API de ORTools. Donc la première, ça va être newIntVar. NewIntVar, ça permet de créer une variable de décision. Ici, on a deux variables, on a notre variable x et y, et l'objectif, ça va être de déterminer les valeurs de x et y pour lesquelles 2x plus y égale 3. Donc c'est un exemple assez simple, mais ici, avec la programmation par contrainte, et plus particulièrement ORTools, on va venir déclarer nos deux variables de décision à l'aide de newIntVar. newIntVar va prendre des bornes. Donc on va prendre une lower bound et upper bound, donc ça va être notre domaine de nos deux variables. Ici j'ai décidé de mettre -5 et 5, donc pour l'exemple, et le troisième argument c'est juste le nom de notre variable. Donc ici c'est en Python, et on va utiliser maintenant, on va déclarer explicitement la contrainte. Donc la contrainte, on va utiliser l'API add qui permet d'ajouter une contrainte à notre modèle. Ici on veut dire, on veut que 2x plus y égale 3, puisque c'est littéralement notre équation, on va essayer de résoudre ça. Et on va utiliser également une fonction objective ou fonction de coût qui va essayer de sélectionner un candidat potentiel qui va répondre à à ce qu'on souhaite trouver. Ici, on veut trouver que 2x plus y égale 3, mais je vais lui demander spécifiquement de minimiser la valeur de x. Donc il va tester plusieurs solutions à l'aide d'un arbre de décision, tester et faire bouger un peu les variables x et y tout en respectant les contraintes, et essayer de trouver un candidat potentiel qui minimise la valeur de x. Ici, on peut ensuite appeler notre solver CPSAT, lui passer notre modèle, et on a comme résultat x égale à -1, y égale 5, et on a bien -2 plus 5 égale 3. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, je vais parler un peu plus en détail du solver CPSAT. Donc ça va être un peu la partie théorique compliquée. Il faut savoir qu'il y a plusieurs solvers qui existent. Il y a les solvers dits LP qui utilisent la programmation linéaire, les solvers CP qui utilisent la programmation par contrainte. Donc le nôtre utilise la programmation par contrainte, mais il y a également le mot SAT à la fin. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça signifie. Et on a également les solvers de type MIP, donc Mixed
Integer Programming. Donc c'est un solver développé par Google AI à Paris, qui est open source, qui avait pour but de combler les faiblesses des solvers CP et des solvers MIP. Donc les solvers CP fonctionnent très bien pour des problèmes d'optimisation combinatoire qui contiennent beaucoup de contraintes logiques complexes, mais à contrario, ils supportent très mal l'agrandissement du problème. Donc plus on va avoir un problème grand, plus on va avoir de variables de décision, de contraintes appliquées à ces variables-là, et les performances se dégradent complètement sur les solvers de type CP lorsqu'on augmente la taille du problème. Tandis que, à contrario, les solvers de type MIP sont très performants lorsqu'on a beaucoup de variables et quelques contraintes associées à ces variables-là, mais sur certaines catégories de problèmes d'optimisation combinatoire, les performances vont vraiment se dégrader, notamment lorsqu'on a des clauses, des contraintes logiques complexes entre de multiples variables de décision. Donc ici, la team Google a décidé de développer un solver CPSAT qui permettrait de combler ces faiblesses de ces deux catégories de solvers. Au niveau des performances, on est à peu près sur des performances équivalentes, voire meilleures, sur les problèmes qui fonctionnent très bien avec les solvers de type MIP. Et comme on a une couche de constraint programming, donc de programmation par contrainte, il fonctionne également bien sur les problèmes qui sont performants avec le solver CP, le solver d'avant. Donc comment ça fonctionne le solver CPSAT? Ça utilise à la fois la programmation par contrainte et un moteur SAT. Je vais vous expliquer dans la slide d'après ce que c'est ce moteur SAT. Mais ça utilise diverses méthodes hybrides qui sont inspirées des méthodes qu'on retrouve dans les solvers MIP et CP afin de tester en parallèle plusieurs algorithmes et essayer de trouver le plus rapidement possible une solution optimale qui respecte toutes nos contraintes. Donc c'est un peu compliqué, mais ça peut se matérialiser sous forme d'arbre de décision. On va fixer une des variables, par exemple x, on va la fixer à 1, et on va tester chacune des variables de y, et on va voir qu'est-ce qu'il en sort. Donc j'ai résumé rapidement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est très difficile de prédire quel algorithme sera pertinent ou performant pour un type de problème donné. Maintenant, on va avoir un moteur SAT dessus, ça signifie satisfaisabilité booléenne. Le moteur SAT, il est très performant pour trouver des solutions lorsqu'on a déjà des formules booléennes qui ont été générées. Donc ça va être juste des formules booléennes qui vont envoyer true ou false. Et le moteur SAT va essayer de trouver s'il y a une assignation des variables booléennes qui permet de valider cette formule, donc de vérifier cette formule booléenne. Ce qui va se passer ici, c'est que nos contraintes vont être petit à petit matérialisées en formules booléennes afin d'être interprétées et résolues par le moteur SAT. Donc le moteur SAT permet un peu d'accélérer le choix de la décision et la recherche d'une solution potentielle à un problème. On a différents algorithmes qui sont utilisés comme l'apprentissage lors d'un conflit. Donc on a des variables qui renvoient toujours faux par exemple, donc ça veut dire qu'on n'a aucun candidat optimal respectant toutes nos contraintes. Il va essayer de le retenir et il ne va pas re-explorer les mêmes variables pour la branche suivante, par exemple. Par exemple, s'il sait que, quoi qu'il arrive, si x égale à 0, le problème sera toujours faux, il va pas réessayer x égale à 0 pour d'autres variables de y. Il va retenir que x égale à 0, ça va toujours envoyer une erreur. Et donc, le moteur CPSAT, il est particulièrement efficace pour des problèmes d'optimisation qui décrivent des contraintes logiques qu'une solution doit satisfaire. Donc, dès qu'on va avoir beaucoup de contraintes, le fait qu'il y ait de la programmation par contrainte et un moteur SAT dedans, fait qu'il s'en sort plutôt bien sur ce type de problème. Maintenant, on va revenir à notre problème de découpe de matières premières. Donc pour rappel, le but c'est de découper des formes de découpe de différentes formes, de différentes tailles. Ici, on va se restreindre à des rectangles pour des questions évidentes de simplicité. Et on va avoir une surface de découpe qui va être fixe. Donc par exemple, je vais prendre un rectangle de 2000 par 1000 et on va essayer d'optimiser l'utilisation de cette surface afin d'en réduire les pertes. On va essayer de déterminer les contraintes ensemble. Tout d'abord, les pièces doivent être non chevauchables. Si on découpe des plaques de verre pour des vitres, par exemple, on ne veut pas qu'il y ait de plaques de verre qui se superposent. C'est pour ça qu'on va essayer d'ajouter des contraintes pour qu'elles soient non chevauchables. On va essayer aussi essayer de faire en sorte que toutes les pièces de découpe restent dans notre matière première. Et ici, on va ajouter des contraintes d'orientation, on va faire en sorte que nos rectangles ne puissent pas effectuer une rotation à 90 degrés. Pardon. Et notre fonction objectif, pour rappel, notre fonction de coût, ça va être de minimiser la largeur utilisée de notre matière première. Donc on va essayer, de prendre basiquement un rectangle et de mettre toute notre pièce de découpe sur la gauche du rectangle pour pouvoir réutiliser la partie droite du rectangle plus tard. On va réutiliser un peu le même principe que pour l'équation linéaire, donc on va déclarer des variables. Donc chacune de nos variables vont avoir une lower bound et une upper bound.
Ici, pour notre plaque de découpe, qu'on souhaite découper sur notre matière première, on peut déjà travailler avec des coordonnées x et y, et on va essayer de déterminer un xstart, xend, donc qui va être le début de notre forme de découpe sur l'axe des x et la fin, puisqu'on va vouloir tester différentes coordonnées. Donc on va en créer deux, une pour xstart, une pour xend. Donc le xstart, il peut très bien bouger du début de notre plaque tout à gauche jusqu'à la fin, mais pas tout à fait la fin, puisque si il bouge un peu plus ici, si on dépasse la largeur de notre forme de découpe, la forme pourrait sortir de notre plaque. Donc ici, c'est pour ça qu'on définit le xstart de 0 à la largeur de notre plaque de découpe moins la largeur de la forme qu'on souhaite découper. Sinon, ça risque de dépasser. Et inversement pour le xend, si jamais le xend part d'avant la largeur de notre forme de découpe, la forme de découpe risque de dépasser sur la gauche de notre plaque de matière première. Donc on fait le même raisonnement pour y, pour l'axe y. Donc au final, pour chaque forme, on a 4 variables de décision. On a xstart, xend, ystart et yend. Mais le problème maintenant, c'est qu'une fois qu'on a nos variables et que notre solver est capable de bouger notre xstart, xend, ystart, yend, on n'a pas mis de contrainte sur la largeur et la hauteur de nos formes. Donc on a différents rectangles de différentes tailles, il faut bien qu'on ait une contrainte quelque part. D'où l'utilisation de l'API newIntervalVar dans ORTools, qui permet à la fois de créer une variable de décision et à la fois une contrainte. Ce que ça fait concrètement, c'est qu'on lui passe 3 arguments, une valeur de début, une taille et une valeur de fin. Ici, on va lui dire, bah écoute, ta valeur de début, ça va être la coordonnée xstart, la taille, ça va être la largeur de notre forme, et la valeur de fin, ça va être xend. Et ça va ajouter une contrainte qui va dire, bah écoute, ma valeur de début plus ma taille doit être égale à ma valeur de fin, donc xstart plus la largeur de ma forme doit être égale à xend. Donc ça permet d'ajouter une contrainte sur la largeur et la hauteur de ma forme de découpe. Et quand le solver va essayer de tester plusieurs valeurs de mes coordonnées de mes formes, eh bien il y aura une contrainte qui sera ajoutée et ma forme sera bien de la largeur définie et de la hauteur définie. Je vais faire ça exactement la même chose pour y. Et une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on ajoute une contrainte pour éviter la superposition de nos formes. Pour ça, c'est sympa, dans ORTools, on a une méthode qui s'appelle addNoOverlap2D. Donc ça fait littéralement ce qu'elle dit. Ça va permettre de forcer, d'ajouter des contraintes de non-superposition de nos formes. On lui passe en argument nos différents intervalles. Donc pour chaque forme, on va avoir un intervalle sur x, un intervalle sur y. Donc là, j'ai simplifié, mais on lui passe toute la liste des intervalles pour l'axe de coordonnées x et l'axe de coordonnées y. Et lui, il va s'assurer que lorsqu'on bouge, on ait bien des contraintes de non-superposition. Maintenant, on peut lancer notre solver. Donc ici, j'ai représenté avec une petite image nos différentes formes de découpe. Donc j'ai mis des couleurs pour qu'on voit bien. Le grand cadre, c'est notre matière première. Ici, notre fonction objective, on avait dit qu'on voulait minimiser la largeur occupée par nos formes de découpe. Ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai récupéré pour chaque forme le xend. Donc le xend, c'est la coordonnée tout à droite à chaque fois de notre forme. Et je lui ai dit, bah écoute, essaye de trouver toutes les valeurs, enfin essaye de trouver une solution pour laquelle ce xend est minimisé. Et donc ça va faire en sorte de caler toutes nos formes sur la gauche de notre plaque de découpe. Maintenant, je vais vous faire une démonstration. Hop. On va aller juste ici. J'espère qu'on voit bien. Normalement, oui. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer avec plusieurs exemples et on va pouvoir voir que au début, le solver se comporte très bien. Ça se comporte assez rapidement. Donc là, j'ai testé avec deux formes. Donc deux formes, c'est quasi instantané, donc ça met très peu de temps et il arrive à respecter nos contraintes. Je vais augmenter un petit peu avec 4. Pour information, j'ai hardcodé un petit peu toutes les valeurs ici. Donc j'ai une plaque de 2400 par 1200 et j'ai plein de formes. Donc j'en ai une trentaine de tailles diverses. On va revenir ici. Donc pareil avec 4, c'est assez rapide, c'est instantané. Et il faut savoir qu'il ne nous retourne pas tout le temps la meilleure solution, donc c'est pas déterministe. Donc si on a un peu de chance, il peut nous retourner des solutions différentes. Là dans le cas, comme il trouve la solution optimale, il nous renvoie toujours la même. Là maintenant je vais passer à 10. Ok, toujours aussi rapide. Et maintenant je vais passer à 15. Et là ça va être beaucoup plus lent. Tout simplement parce que dès qu'on ajoute un petit peu de taille à notre problème, dès qu'on ajoute de plus en plus de coordonnées, des rectangles possibles, on a une explosivité combinatoire, on a un nombre de solutions qui explose totalement. Donc là j'ai mis un timer à 10 secondes,
Donc pour 15, on a 10 secondes. Je vais essayer de baisser un petit peu pour qu'on voit. Là, j'en ai mis 11 et on est à oui, 0,7 secondes sur 11. Et dès qu'on augmente à 12, bah là, ça explose bien et le solver met du temps. On passe à 2 secondes 9 juste en rajoutant une. Je vais rajouter encore une forme, une 13e. Et là, on passe de 2 secondes à... on va voir un petit peu, mais il y a un timer de 10 secondes. Voilà, 6 secondes 3. Donc vraiment, on a une complexité exponentielle sur notre problème. Donc ça paraît un problème tout bête, hein, juste placer des rectangles dans un autre grand rectangle et les placer à gauche. Mais c'est un problème très compliqué et il n'y a pas encore d'algorithme aujourd'hui qui permettent de résoudre ça de manière optimale en un temps restreint. Ici, le solver, il remonte juste la meilleure solution qu'il a trouvée dans l'espace de 10 secondes. Si j'augmente à 20 secondes, il faudra encore attendre 10 secondes, mais on verra bien que la solution n'est pas forcément optimale. Ça serait une solution convenable pour notre problème, mais pas forcément la meilleure possible. Et voilà. Mais la solution est tout de même exploitable. Pour un industriel qui souhaite optimiser le placement de ses formes sur son plan de découpe, bah, c'est tout à fait satisfaisant. On a quelques pertes qui pourront peut-être pas réutiliser, mais toute la partie ici pourrait être réutilisée. Et en quelques secondes, on a une solution qui permet de réduire un petit peu la main-d'œuvre pour poser manuellement, réfléchir manuellement à poser les formes. Donc voilà un petit peu au niveau de la démo. On peut aussi s'amuser à faire l'inverse, donc à tout caler vers la droite. Mais voilà en gros la programmation par contrainte et ce qu'on peut faire un petit peu avec ORTools. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors là, oui. Pour un cercle, ça va être compliqué parce que je ne l'ai pas dit, mais ça fonctionne avec des entiers uniquement, ce solver-là de CPSAT. Donc pour un cercle, ça va être ouais, que des entiers. Donc ça va être un peu compliqué. Non, je pense pas qu'on puisse faire un cercle parfait. Mais du coup, on pourrait très bien inscrire un cercle dans un carré et simplifier comme ça. C'est ça, on pourra pas. Il y a d'autres types de solvers dans WhereTools, notamment ceux qui utilisant la programmation linéaire, qui fonctionnent sur des valeurs continues. Donc pas des entiers, mais ce solver CPSAT, c'est uniquement sur des entiers. J'ai oublié de répéter la question. La question c'était est-ce qu'on peut, comment on ferait pour modéliser un cercle avec ce solver? Oui, 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 ça tout à fait. Oui, tu peux lui passer des coordonnées, etc. Ça, ce serait tout à fait possible. Là, j'ai pris un exemple simple, comme c'est un peu plus parlant. Oui, exactement. Et même niveau temps de calcul, ça serait pas rentable. Ce serait plus facile d'optimiser vaguement un polygone et d'essayer de bien le caler plutôt que prendre un cercle compliqué. C'est peut-être pas rentable. D'ailleurs, au passage, sachez que Enyoka Haute Couture recrute des stagiaires et également des CDI si jamais vous connaissez des gens intéressés. Oui, on a une. Non, alors le mot haute couture a rien à voir avec la haute couture. C'est une société de services de développement logiciel sur mesure. Mais effectivement, on a eu un projet là-dessus où on a dû utiliser la programmation par contrainte et ce moteur-là pour répondre aux besoins du client. Et ben voilà. Bah merci beaucoup.